but come alive again. Nous allons donc pouvoir commencer. Je laisse les derniers qui rentrent, enfin ceux qui sont en train de rentrer, s'installer. Bien, écoutez, je propose que nous puissions commencer. Cher Monsieur le Président, cher François, tout d'abord un petit mot pour te remercier d'être présent pour nos travaux, notre séminaire de la FNESER, la Fondation nationale des élus socialistes et républicains. Ici, tu as la diversité et des territoires et des tailles de collectivités. C'est une des forces de cette année d'avoir à la fois les communes rurales et urbaines, les métropoles, les régions, conseillers régionaux et conseillers départementaux. Et puis, nous sommes dans le moment où nous sommes en train, nous les élus locaux, municipaux, à un moment charnière, à mi-mandat, puisque nous allons bientôt entamer nos travaux pour préparer les propositions et les solutions socialistes et de gauche aux collectivités locales. Enfin, te dire, nous avons intitulé ces ateliers les collectivités locales actrices essentielles de la cohésion nationale, tant notre pays aujourd'hui connaît des ruptures et des fractures. Nous l'avons vu encore à la fin du mois de juin. Et nous avons, tout au long de ces 3 jours, déjà depuis 2 jours et demain encore, essayé de comprendre à la fois l'état du pays et aujourd'hui l'état du monde, parce que les collectivités locales que nous gérons ou celles que nous tentons de gagner pour les gérer demain, nous rendons bien compte qu'elles sont impactées par ce qui se passe au niveau national. Donc, international, pardon. Donc, avec nous à cette table, il y a Dylan Boutifla, qui est secrétaire national à l'international au Parti socialiste. Jean-Marc Germain, conseiller régional, ancien député, qui a l'occasion de travailler sur des sujets liés notamment aux questions des migrations. Nous illustrons aussi, je le dis comme je le dis depuis hier, pour ceux qui sont socialistes de la salle, aussi les 3 sensibilités du parti, ce qui permet de dire que nous restons envers et contre tout un parti internationaliste et convaincus que nous ne pouvons pas nous extraire de la marche du monde. Quelques mots pour lancer les propos et le débat. Jamais le monde n'a semblé peuplé de périls à ce point.
Moi, j'avais 19 ans lorsque le mur de Berlin est tombé, et nous avions à ce moment-là le sentiment qu'une ère de prospérité pour les démocraties s'engageait et que le modèle de nos démocraties en Europe et occidentale s'imposait. Or, aujourd'hui, elles sont menacées par les mouvements populistes à l'intérieur, à l'extérieur par des régimes autocrates et autoritaires. Et peut-être, pour ne pas être trop longue, dire aussi ce que nous pouvons nous percevoir depuis nos collectivités, depuis notre pays, c'est que l'agression contre l'Ukraine a fait ressortir des signaux qui étaient peut-être jusque-là considérés comme des signaux faibles. Nous avons vu le refus de certains pays de condamner l'agression russe en Ukraine, qui interroge sur les nouveaux rapports et les nouveaux rapports, y compris avec les pays qui aujourd'hui pèsent, comme la Chine. La montée de l'extrême droite en Europe, j'en parlais à l'instant, y compris en Italie, juste à côté. Trump, qui n'a jamais été si populaire chez les républicains aux États-Unis. La contestation des régimes politiques occidentaux, vus comme responsables de l'humiliation des peuples, et nous l'avons vu en Afrique. Tu as été accueilli au Mali au moment où nous sommes intervenus de façon remarquable. Et aujourd'hui, la France est vue chassée, en tout cas dans des images qui sont redoutables. Et donc, face à ce enjeu complexe, il me semble que la France, par son héritage, par son histoire, parce qu'elle est encore aujourd'hui, doit pouvoir être aux avant-postes pour apporter des réponses. Alors, comme nous, les élus locaux, nous avons les soubresauts du monde, les migrations, les questions climatiques, nous avons besoin, et c'est ce que je disais dans mon premier propos, de mieux comprendre cette complexité. Et l'un des enjeux d'aujourd'hui est que tu puisses peut-être nous donner une grille, des clés de compréhension de l'état du monde. Et puis, nous poursuivrons l'échange dans un deuxième temps sur les répercussions sur nos collectivités locales et le rôle qu'elles peuvent jouer, évidemment. Donc, Monsieur le Président, cher François, je te passe la parole. Bien, chers amis, je suis heureux d'être parmi vous. J'ai été longtemps élu socialiste et républicain dans différentes fonctions, différents mandats. Et je sais ce que représente un engagement local. Et il n'est jamais détaché de conscience sur le monde. Il n'y a pas de différence, je l'ai souvent expliqué, entre les enjeux de politique intérieure et les enjeux de politique extérieure. D'une certaine manière, c'est une continuité. Les choix que l'on fait sur le plan des décisions nationales, eh bien, elles ont une répercussion sur le monde, pour un pays comme la France. Et en plus, elles s'inscrivent dans un contexte et un cadre de valeurs, d'engagement, qui font que ce que nous décidons au plan extérieur a aussi des résonances au plan intérieur. Aujourd'hui, et c'est le sens de l'invitation qui m'a été faite par la présidente, et je la remercie, c'est de savoir à quel point ce qui se passe dans le monde pèse aujourd'hui sur les opinions, les comportements et les consciences des citoyennes et des citoyens de notre pays. Peut-être n'avaient-ils pas vu, mais ils n'étaient pas les seuls, y compris au niveau des responsables, que depuis 10 ans, s'était installée une alliance qui était entre deux hommes, Xi Jinping et Vladimir Poutine, entre deux systèmes, entre deux autocraties, et qui avait comme volonté de peser sur le destin du monde. Une alliance qui n'était pas de conjoncture, qui était une alliance durable et une alliance totale. Une alliance qui était fondée à la fois sur la contestation des démocraties, c'est-à-dire de ce que nous sommes, et sur une remise en cause de la domination américaine. Et cette alliance, qui au départ pouvait paraître simplement de circonstance, n'a cessé de se renforcer, de se durcir, d'être d'ailleurs de plus en plus insistante, offensive, parce que les deux pays s'étaient enhardis, deux grandes puissances, l'une économique, la deuxième du monde, la Chine,
aussi sur le plan technologique, scientifique, avec des ambitions pour l'horizon 2050, devenir la première puissance du monde, et une autre, la Russie, qui n'a pas la même démographie, qui n'a pas la même économie, mais qui a une capacité militaire. Et dans un contexte où les États-Unis étaient en retrait, on l'a vu sur la Syrie, on l'a vu après sur l'Afghanistan et sur d'autres enjeux territoriaux, et avec des présidents qui, pour des raisons différentes, l'un, Barack Obama, qui ne voulait pas intervenir parce que c'était justement ce qui avait justifié son engagement au moment où il s'était opposé à la guerre en Irak, et l'autre, Donald Trump, qui, lui, ne voulait s'engager nulle part parce que défendant des thèses isolationnistes. Eh bien, face à des États-Unis qui paraissaient en retrait, et qui l'étaient, et face à une Europe qui ne voulait pas jouer de rôle politique, eh bien, ces deux grandes puissances alliées se sont progressivement mises à mettre sous menace leurs voisins, la Chine considérant que Hong Kong était à elle et que Taïwan l'était aussi, et la Russie en pesant sur ses voisins, Biélorussie, Kazakhstan, Arménie et Ukraine nécessairement. Ils ont d'ailleurs eu des succès en Syrie, avec le maintien de Bachar el-Assad, succès en Libye, succès en Iran en résistant aux pressions américaines, succès bien sûr en Ukraine, c'est la guerre de 2014 et l'absorption de la Crimée. Et donc, Poutine en a tiré la conclusion qu'il pouvait aller encore plus loin. Le point d'aboutissement, c'était donc l'invasion de l'Ukraine. Mais ce point d'aboutissement a été un point de basculement. Et le monde vient, depuis 18 mois, de se réorganiser par rapport à cet événement considérable, l'invasion d'un pays par un autre sur le continent européen. Et il y a eu le retour de la polarisation du monde. D'un côté, le bloc occidental, avec les États-Unis et l'Europe dans le cadre de l'OTAN, avec les États-Unis, la Corée, et puis le Japon, l'Australie, pour la partie asiatique. Ce bloc occidental qui se refait ces alliances qui pouvaient exister au temps de la guerre froide, et de l'autre, eh bien, le bloc des dictatures. Pas simplement la Russie, la Chine, mais tout ce qui, finalement, est hostile au système démocratique est bienvenu, de la Corée du Nord à l'Iran, au Venezuela, bref. Et puis, au milieu, si je puis dire, il y a des pays, ils viennent de se réunir avec les BRICS, qui ne veulent pas non seulement choisir, mais qui veulent jouer leur rôle, qui sont finalement les émergents, la convergence des émergents. Brésil, Afrique du Sud, Inde, avec la Chine et la Russie qui sont là aussi. Et avec des pays qui maintenant vont les rejoindre, notamment l'Iran, donc l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Argentine, donc des pays qui vont jouer de leurs contradictions, parce que qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'Inde et la Chine, mais pour montrer finalement leur existence. Donc voilà le monde tel qu'il est, et avec un certain nombre de conséquences pour les années qui viennent, des conséquences donc politique, puisqu'il va y avoir une espèce d'obligation qui va se faire, notamment en Europe. Quelle position voulons-nous prendre? Est-ce que nous voulons avoir une Europe de la défense qui puisse, bien sûr, dans le cadre de l'Alliance Atlantique, disposer de moyens autonomes, ou est-ce que nous en terminons avec cette ambition et que nous restons accolés aux États-Unis, avec le risque qu'un jour, les États-Unis ne soient plus là? Car les élections américaines vont être déterminantes pour la suite. Est-ce que c'est Biden qui va l'emporter, avec donc à ce moment-là la poursuite du soutien à l'Ukraine et sûrement le renforcement de l'OTAN, ou est-ce que c'est Trump ou un clone de Trump? Il y en a beaucoup, même s'il n'égale pas l'original dans la démesure et la provocation. Mais il n'empêche que cette position que les républicains adoptent, c'est celle de considérer qu'il est possible de détacher
la Chine de la Russie, de ne s'occuper que de la Chine, quitte à ce que les Européens ne s'occupent que de ce qui se passe à l'Est. D'où les grandes questions qui vont être posées sur le plan politique à un pays comme le nôtre et à l'Europe tout entière, c'est quels moyens nous accordons à notre propre défense, comment faisons-nous pour que l'Europe puisse s'organiser avec suffisamment de cohérence pour aussi bien ses matériels, ses équipements que sa diplomatie. Comment faisons-nous pour avoir des rapports avec les Américains qui ne soient pas des rapports d'allégeance, mais au contraire des rapports de coopération? Comment faisons-nous pour parler au Sud, qui veut aussi entendre une voix européenne, dans un contexte où, par ailleurs, vous avez vu, il y a en Afrique, et j'y reviendrai sur doute avec les questions, une résurgence du sentiment anticolonial, avec l'idée que, en réalité, les anciennes puissances ne viendraient soutenir ces pays que pour des intérêts que la Chine ou la Russie n'auraient pas nécessairement ces considérations, alors que l'on sait qu'il y a un pillage qui s'organise et par la Chine et par la Russie. Donc, voilà le contexte dans lequel nous sommes, et avec les deux questions qui sont posées par l'actualité. La première, c'est combien de temps la guerre en Ukraine va-t-elle durer? Et la seconde, c'est qu'est-ce qui se passe en Afrique qui permet d'expliquer pourquoi des pays comme la Russie ou la Chine arrivent à s'introduire quand nous-mêmes, nous sommes repoussés alors que nous avons été sollicités. Alors, j'en arrive donc à la première question. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se produire si la guerre dure? La guerre, elle a pris plusieurs formes, plusieurs phases. Et aujourd'hui, c'est la contre-offensive ukrainienne qui, bien sûr, connaît des difficultés, 900 km de front, des mines qui sont posées, une espèce d'empêchement de pouvoir pénétrer, des bombardements et une accumulation de bombardements qui créent des situations d'horreur. Et avec toujours, quand une guerre dure, quand il n'y a pas d'avantage substantiel qui soit obtenu, l'idée qu'il faut aller vers la négociation. Il y a eu, de ce point de vue, plusieurs positions qui ont été émises ces derniers temps. Il y a une première position qui a été au sein de l'OTAN, si elle a été contredite, mais elle était révélatrice, qui était de dire, bon, finalement, puisque l'Ukraine veut rentrer dans l'Alliance Atlantique, donc dans l'OTAN, avec toutes les garanties de sécurité que cette intégration procurera à l'Ukraine, eh bien, en échange, il faudrait que l'Ukraine cède les territoires qui sont aujourd'hui occupés par la Russie. Je rappelle qu'il y a à peu près 17,5% du territoire ukrainien qui sont occupés par la Russie, plus qu'au début de la guerre. Donc dire à un pays qui a perdu sans doute 30 000 hommes, femmes, militaires, qui a subi des bombardements qui ont détruit les villes, qui a eu des centaines de milliers de blessés, 5 millions de déplacés. Voilà, vous allez avoir la grande satisfaction de pouvoir maintenant rentrer dans l'OTAN, mais il faut abandonner ce qui a été occupé, ne peut pas être acceptable pour l'Ukraine. D'autant que l'Ukraine, elle ne défend pas son territoire, elle défend une idée. C'est ce qui fait que la résistance ukrainienne a été aussi admirable. Elle n'a pas été simplement pour garder une ligne de front. Elle a été pour permettre que la démocratie puisse être choisie librement par un peuple. Et les Ukrainiens nous font d'ailleurs cette démonstration que pour la démocratie, on peut aller jusqu'au sacrifice ultime. Pour son pays sans doute, mais pour la démocratie aussi. Donc cette thèse, bien sûr, ne peut pas prévaloir. Il y a une autre proposition qui a été faite notamment dans la primaire américaine, par les républicains donc, qui est de dire, bon, finalement, on va dire que l'essentiel, c'est d'empêcher la Chine de récupérer Taïwan, et que pour nous, l'objectif, c'est d'affaiblir la Chine,
et de détacher la Russie de la Chine. Or, comme je l'ai expliqué, l'alliance entre la Chine et la Russie, elle est maintenant irréversible, sauf si les dirigeants changeaient. Donc, imaginez enfoncer un coin entre la Chine et la Russie est une illusion. Et en plus, ça signifierait que, et un jour il faudra s'y préparer, que ce serait à nous, Européens, de nous préoccuper des frontières à l'Est et de nous organiser pour avoir une défense qui puisse avoir cette capacité de simplement, pas simplement de résister, mais d'être dissuasif. Et puis, il y a eu une troisième proposition qui a été faite par Nicolas Sarkozy, donc mon prédécesseur, qui, lui, a une position géographique. C'est-à-dire qu'il dit que l'Ukraine est un territoire qui est un pont qui est entre l'Est et l'Ouest. Et donc, ce n'est pas de chance pour l'Ukraine. Il faut que l'Ukraine devienne neutre, de manière à ce qu'elle soit à la fois sous influence russe, mais aussi sous influence européenne. Neutre, ça veut dire qu'elle n'aurait ni à rentrer dans l'Union européenne, ni à rentrer, a fortiori, dans l'Alliance atlantique. Il ajoute qu'ayant lui-même discuté avec Poutine, avec un succès qui n'était pas forcément évident pour les Géorgiens, mais il ajoute qu'on peut discuter avec Poutine et que si des garanties de sécurité peuvent être apportées aux Ukrainiens, il est possible à ce moment-là d'avoir des référendums qui puissent se tenir dans les territoires qui sont occupés pour savoir quel va être le destin des régions concernées. Alors, il y a à mon avis deux erreurs. La première, c'est qu'il y avait déjà des garanties de sécurité qui avaient été accordées à l'Ukraine au moment où il y avait eu l'indépendance de l'Ukraine. Les pays occidentaux avaient assuré que, puisque l'Ukraine renonçait à avoir des missiles nucléaires sur son territoire, il y avait une garantie de sécurité sur ses frontières. On a vu qu'en 2014, il ne s'était rien produit alors qu'il y a eu l'absorption de la Crimée. Quant au référendum, on voit bien, quand ils sont organisés en territoire russe, qu'ils ont toujours le même résultat. Donc, ça c'est la première erreur. La deuxième erreur, elle est sur Poutine lui-même, sur ce qu'il représente comme idéologie et comme système. Poutine, il a fait de la guerre son idéologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour Poutine, c'est la guerre qui va lui donner sa légitimité. Il y a des élections présidentielles, même si on en connaît déjà le résultat dans quelques mois en Russie, mais c'est la guerre qui fait que le peuple russe peut finalement suivre son dirigeant et accepter encore une fois des sacrifices. Deuxièmement, c'est un système qui est fondé sur la terreur, une terreur à la fois liée à la centralité du système et aussi à son caractère mafieux. Prigojine en a payé le prix, sans doute. Quand on dit sans doute, c'est qu'on a une certaine pudeur. Parce que c'est rare quand même de prendre l'avion en Russie, et même un jet privé, et de se faire tirer par un missile. Ce n'est pas si fréquent en Russie comme ailleurs, même si, hélas, ça s'est produit pour d'autres trafics aériens. Donc ce système-là, il est fondé sur la terreur. Et donc il a besoin de la guerre, il a besoin de l'agression, il a besoin de l'offensive. C'est pour ça que cette proposition ne peut pas tenir. Mais si cette proposition de négociation ne peut pas tenir, et on voit bien qu'elle est faussée puisqu'elle contraint l'Ukraine à céder des territoires qui sont les siens sans avoir aucune contrepartie sérieuse, comment la guerre peut-elle finir? Quel doit être le rôle des alliés de l'Ukraine? Et quel est le rôle de la France? La première obligation qui nous est faite, puisque la guerre va être longue, c'est de convaincre l'opinion que nous allons vivre dans cette situation douloureuse d'avoir une guerre à quelques heures d'avion de Paris, et qu'il va falloir ne pas se lasser
ne pas négliger ce qui se passe à l'extérieur, alors qu'il y a tant de sujets dans l'actualité qui nous obligent à détourner le regard. Donc, première condition, mobiliser les opinions publiques. Deuxième condition, fournir des armements à l'Ukraine. Et il y a eu trop de retards qui ont été, hélas, consentis pour les munitions, pour les armes, pour les chars, pour les avions, pour les missiles maintenant. Et donc les avions qui viennent d'être fournis, les F-16 à l'Ukraine, ne seront mis en place qu'en 2025. Et on voit bien que d'ici 2025, il y a les élections américaines, il y a la lassitude. Donc continuer à donner, à fournir des aides à l'Ukraine. Autre nécessité, renforcer les sanctions et lutter contre le détournement des sanctions, puisque une partie, on le sait bien, du pétrole et du gaz russe passe par d'autres pays, l'Inde étant un des pays qui justement permet le recyclage. Et puis il y a aussi le fait que les Européens continuent, ça peut paraître extraordinaire, d'acheter du gaz et du pétrole à la Russie. La Russie gagne chaque trimestre 10 milliards de dollars ou d'euros pour les achats européens qui lui sont adressés. Et puis enfin, il faut continuer à penser que l'Europe elle-même peut un jour être amenée à assurer sa propre sécurité. C'est pour ça que les frontières de l'Est deviennent aussi déterminantes et il y aura un redéploiement sûrement des forces militaires en Europe. Ce qui m'amène à penser que quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, peut-être que dans les questions on viendra sur le Sahel, là je voulais simplement rester sur le sujet principal, même si ce qui se passe en Afrique est d'un point de vue extrêmement important, renvoie vers les élections européennes un certain nombre de décisions. Ce qui est frappant dans le débat politique, c'est que, si je puis dire, il y a des nationalistes aussi bien dans les autocraties que dans les démocraties. Les nationalistes dans les autocraties, je les ai cités, sont des nationalistes qui veulent conquérir des territoires. Les nationalistes dans les démocraties, on les appelle populistes, extrémistes ou nationalistes, ils veulent s'enfermer sur leur territoire. Et donc, aujourd'hui, la force politique qui peut être regardée comme montante en Europe est celle qui va prôner le protectionnisme, se couper du monde, va défendre l'égoïsme ou l'égocentrisme par rapport à la question migratoire, et puis va défendre aussi le pacifisme. D'une certaine façon, les extrémistes de droite sont des pacifistes au pire sens du terme, c'est-à-dire pour, y compris, faire des concessions aux autocrates. L'extrême droite française est un peu en retenue, mais on sait bien qu'elle a longtemps épousé la thèse selon laquelle Vladimir Poutine, finalement, était l'agressé et que c'était l'Alliance Atlantique ou les Occidentaux qui étaient les agresseurs et que les Ukrainiens n'ont pas d'identité. On retrouve ces positions dans beaucoup de mouvements d'extrême droite en Europe. Et les élections européennes vont être un moment où il y aura des voix qui vont s'élever, notamment dans les partis de droite extrême ou d'extrême droite, qui vont dire, écoutez, est-ce qu'on a besoin de soutenir encore l'Ukraine? Ça nous coûte suffisamment cher. Est-ce que ce n'est pas finalement économiquement aussi une charge? Parce que tout ça réduit les possibilités de croissance, produit de l'inflation, complique les budgets, notamment pour l'effort de défense qu'il faut consentir. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter tout ça? Et c'est la raison pour laquelle, politiquement, jamais une élection européenne ne se sera produite dans un tel contexte de guerre sur le continent européen. Et qu'il faudra bien qu'il y ait des forces politiques pour qu'elles puissent dire nous sommes pour non seulement soutenir l'Ukraine, mais nous sommes pour défendre une conception de la démocratie et une organisation du monde. Nous ne voulons pas que les autocraties nous imposent leurs ambitions territoriales. Nous voulons que les peuples puissent effectivement disposer d'eux-mêmes. Et ça, c'est le grand enjeu des élections européennes. Il y en aura d'autres, qui sont d'ailleurs assez liés à tout ce qui vient d'être dit sur l'industrie, combien il est important que l'Europe puisse apporter des soutiens pour que l'industrie de nos territoires puisse être
encourager à se diversifier, à assurer la transition écologique, quand les Américains vont faire des aides considérables pour leurs propres entreprises, que les Chinois continuent la course à la technologie. On le voit bien dans l'industrie automobile. Et puis le troisième sujet, c'est la question migratoire. Comment faire pour qu'on puisse avoir une politique migratoire qui puisse être humaine, mais en plus qui puisse avoir des règles communes avec des partages de responsabilités, ce qui renvoie d'ailleurs à la question de l'Afrique. Voilà pourquoi je souhaite que les socialistes européens, on va rester sur cela à ce stade, mais enfin, à mon avis, les Français doivent être en Europe, ou alors je connais mal ma géographie, comme d'autres, mais il faut que les socialistes européens puissent être à l'initiative sur ces questions et puissent tenir devant les opinions publiques ce discours de vérité. C'est que nous sommes devant une véritable menace, mais il ne suffit pas de crier « la menace est là », il faut aussi s'organiser. Et que la démocratie, elle est toujours plus forte que la dictature. Que la démocratie, elle est toujours plus mobilisatrice pour les peuples que l'asservissement. Et c'est la raison pour laquelle, comme je vous l'ai dit, l'extérieur a une conséquence sur l'intérieur. C'est-à-dire que pour défendre une conception du monde, il faut aussi avoir une conception nationale qui fasse prévaloir les choix démocratiques. Merci. Merci pour cet exposé et l'encouragement qui nous est fait de tenir bon à un moment où tu as raison, et je vais passer la parole à Jean-Marc Germain pour qu'il puisse poursuivre en posant les questions suscitées par ton intervention, dire que ce qui a comme impact avec les crises énergétiques, l'inflation aujourd'hui, peut donner aussi comme conséquence que l'on demande d'arrêter la guerre en Ukraine et que la mobilisation est d'autant plus forte que les opinions peuvent changer, doit être d'autant plus forte que les opinions peuvent changer. Jean-Marc, à toi. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci François de ta présence et de ta vision toujours éclairante. Moi, j'aurais voulu qu'on puisse approfondir un élément que tu as évoqué dans ton intervention, qui est celle de la défense. Tu as dit qu'il fallait repenser la défense européenne. Tu as dit que dans le contexte de la guerre en Ukraine, avec les incertitudes sur le futur président des États-Unis, il faut que les Européens soient capables de se défendre. Mais en la matière, et comme toi, nous partageons l'idée que ce sera une question centrale de l'élection européenne, puisque la guerre en Ukraine sera malheureusement probablement là, parce que les opinions publiques ont soutenu la guerre en Ukraine, mais je crois quand même qu'elles s'interrogent. Et donc ce que tu nous as dit sur la nécessité de ne pas abandonner ce combat, puisqu'on est devant une assemblée d'élus, et que la deuxième partie de la question, ce sera comment on peut, en tant qu'élus locaux, être utile. Je crois que mener cette bataille de l'opinion dans chacune de notre collectivité locale, là où nous sommes aux responsabilités, est essentiel. Mais je crois que nous avons des injonctions un peu contradictoires en la matière. Nous rêvons tous d'une défense européenne, mais nous craignons tous qu'elle risque de ne pas être opérationnelle avant longtemps, pour une question que tu as évoquée, qui est l'absence de convergence, ou en tout cas un certain nombre de divergences sur la politique étrangère. On l'a vu notamment au début de la guerre en Ukraine, même si la bonne surprise, ça a été que les Allemands viennent sur des positions proches des nôtres et qui ne sont pas les siennes historiquement, mais pour des raisons aussi, bien sûr, matérielles d'organisation de cette armée européenne qui n'existe pas et de ces coordinations qui sont naissantes. Nous rêvons tous aussi d'autonomie stratégique, d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, une des dernières grandes conventions du Parti socialiste sur l'international avait proposé, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Donc l'idée, c'était de dire on ne va pas quitter l'OTAN, mais il faut qu'on fasse un pas de plus vers l'autonomie stratégique. Aujourd'hui, je crois que c'est une question qui
se pose moins, en tout cas à court terme. Et du coup, ces injonctions contradictoires qui sont les nôtres nous font quand même dire qu'il faut qu'il reste une capacité militaire nationale intégrale, c'est-à-dire une capacité de projection, ce qui suppose d'un point de vue technique, tu pourras peut-être nous éclairer là-dessus, mais d'avoir une puissance nucléaire qui soit à la fois terrestre, aérienne et navale, et qu'au fond, si on veut jouer ce rôle d'une puissance moyenne qui a sa place dans le multilatéralisme, dans l'attente de cette Europe de la défense rêvée, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait retirer de ce qui est de la responsabilité nationale pour le porter au plan européen? J'ai des exemples très concrets, par exemple, est-ce que le deuxième porte-avions pourrait être intégralement européen? Est-ce que les frégates qu'on a dans un premier temps vendues aux Russes et ensuite annulé les contrats auraient pu revenir dans le giron européen? Est-ce que ça aurait eu une utilité ou pas et une opérationnalité? Donc la question sur laquelle j'aurais voulu t'interroger, c'est comment on construit concrètement cette défense européenne en gardant le temps qu'il faut pour ne pas lâcher la propre ombre, notamment le temps qu'on ait une vision politique commune de la politique étrangère européenne pour avancer. Et puis la deuxième question, je ne vais pas être trop long, concerne l'Ukraine et ce que tu as évoqué, que moi je partage intégralement, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il doit y avoir des limites à notre intervention en soutien à l'Ukraine? Je pense à des limites géographiques, notamment la question de la Crimée. Je crois que personne ne se pose, en tout cas parmi nous, la question du Donbass. Est-ce qu'à un moment, si l'intervention militaire ukrainienne se porte en Crimée, est-ce que nous la soutiendrons? C'était, je crois, la position de la diplomatie française quand tu étais président de la République, mais est-ce que c'est toujours d'actualité? La deuxième question, quand même, elle est en matière d'armement, puisqu'il y a un équilibre un peu subtil qui nous concerne, nous aussi, parti qui est amené à exercer le pouvoir du type d'armement que nous sommes prêts à soutenir, notamment est-ce que nous sommes prêts nous-mêmes, et est-ce qu'il est souhaitable que nous donnions des avions aux Ukrainiens directement, des Rafales, ou que nous aidions à acheter des F-16. Et puis la question politique, mais ça tu y as répondu clairement, mais je crois qu'il faudra aussi que dans le cadre des élections européennes, on soit sans ambiguïté sur cela, qui est la question institutionnelle, c'est-à-dire défendre la place de l'Ukraine dans l'OTAN et défendre un processus d'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne. Voilà un peu les échanges que j'aurais souhaité que nous puissions avoir avec toi. Je passe la parole maintenant à Dylan Poutifla pour poser aussi ses questions, et puis François répondra de façon aux deux collectives. Merci Hélène, merci François, merci Jean-Marc. Je suis ravi d'être avec vous. Je voulais t'interroger moi, sur les leçons qu'on devait tirer notamment des actes politiques que tu as posés, notamment lorsque tu avais voulu engager la France et les partenaires européens dans un conflit direct avec la Syrie. Et à ce moment-là, tu rappelais tout à l'heure que les États-Unis, Barack Obama, n'avaient finalement pas suivi pour les raisons que tu as évoquées, et que finalement, j'ai le sentiment aujourd'hui, beaucoup d'entre nous pensent qu'il y a un risque de retour en grâce de Bachar el-Assad dans la communauté internationale, et quelque part, quid de la justice internationale et du rôle de la France pour, je dirais, faire en sorte que les crimes qui sont perpétrés par ces autocrates, eh bien, ils rendent des comptes de ces crimes, qu'ils rendent des comptes devant la justice internationale, devant la CPI. Alors, on évoquait tout à l'heure, tu le disais, Poutine, mais c'est valable pour Bachar, c'est valable pour Maduro, le leader vénézuélien, dont on a vu encore il y a quelques jours que la France revenait encore en arrière sur les engagements que tu avais posés en normalisant les relations avec le Venezuela. Donc je voulais t'interroger sur cette dimension-là, parce que c'est une dimension qui est à la fois éthique, politique, mais c'est aussi une dimension qui donne du crédit à notre politique étrangère. Et donc je voulais pouvoir t'entendre là-dessus, parce que je pense qu'il faut qu'on puisse aussi donner de la perspective. Tu parlais tout à l'heure des aspects territoriaux, des aspects géographiques et politiques de la négociation qui viendra pour l'Ukraine, mais je pense qu'il faut qu'on se pose des objectifs politiques sur les principes de droit, d'éthique, voilà, et de responsabilité. Merci.
Bien, merci pour les questions. Je vais commencer par celle de Jean-Marc. Jusqu'où peut aller notre aide à l'Ukraine et sous quelle forme? Aujourd'hui, si la contre-offensive ukrainienne semble peiner, c'est parce que, malgré le dévouement, malgré les sacrifices, malgré les armes qui ont été déjà fournies, je vous ai dit, il y a des mines, il y a des barrages qui ont été installés depuis maintenant plusieurs mois par l'armée russe, mais surtout parce que l'armée ukrainienne est dépourvue d'avions et dépourvue de moyens de missiles. Alors, sans rentrer dans le détail de la chose militaire, c'est extrêmement difficile de mener une offensive terrestre si vous n'avez pas le contrôle du ciel et la capacité d'avoir un appui aérien. D'où la demande depuis déjà plusieurs mois des Ukrainiens de disposer des avions, notamment des F-16. Ça aurait dû sans doute être accepté il y a un an peut-être, ce qui aurait donné à l'Ukraine des capacités pour intervenir, d'autant qu'il faut 6 mois pour former des pilotes pour agir avec ces avions-là. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, même si ces F-16 sont fournis, ils ne seront véritablement opérationnels qu'à la fin 2024 au mieux. Ce qui veut dire que la guerre se poursuit tant qu'il n'y a pas un avantage décisif obtenu par les Ukrainiens sur les forces d'occupation. Est-ce que nous-mêmes, la France, nous avons fourni suffisamment de moyens militaires? Ce sont les Américains qui ont donné le plus. Après, ce sont les Britanniques. Après, ce sont les Allemands. Après, ce sont certains pays de l'Est. Nous sommes plutôt à la fin des donateurs. Pour une raison, c'est que nos matériels sont très sophistiqués. Donc c'est un orgueil français. Nos matériels sont tellement bons que nous ne pouvons pas les offrir. Mais au-delà de cette boutade, c'est que nous n'en disposons que d'assez peu. Pour quelles raisons? Nous n'avons pas forcément beaucoup de chars et autant de rafales que nous devrions avoir. Tout simplement parce que notre armée a été organisée avec la force de dissuasion pour ne pas avoir à subir quelque invasion que ce soit. Et pour être essentiellement dans des opérations extérieures. D'où d'ailleurs le porte-avions, qui est conçu pour des opérations extérieures ou pour des appuis que nous pouvons apporter loin de nous. Mais il est clair qu'à un moment ou un autre, si la guerre doit se poursuivre, nous devrons, la France, faire un effort supplémentaire pour fournir ces moyens militaires. Reste la question, comment peuvent être utilisées ces armes? Est-ce que c'est pour repousser l'envahisseur? Oui. Est-ce que c'est pour aller porter des attaques en Russie elle-même? Non. Pour ne pas déclencher d'autres escalades. Car Poutine joue, bien sûr, de la peur de l'escalade. Et plusieurs fois, il a dit, vous savez, je vais déployer mes armements nucléaires. Chaque fois qu'on avançait l'idée qu'on pouvait donner des armes aux Ukrainiens. Et donc, il y a toujours une peur dans l'opinion. Vous l'avez ressenti en tant qu'élu. L'arme nucléaire fait effroi, quand même. Donc, la peur que tout ça se termine dans une espèce de catastrophe. D'ailleurs, pour ceux qui appellent à la négociation, ça fait partie des arguments. Est-ce que vous voulez terminer en une guerre nucléaire? Non. Généralement, la réponse est non. C'est rare de dire oui, oui, et puis après, on se portera mieux. Donc, il y a cette nécessité à la fois de savoir jusqu'où peut aller Poutine, mais nous-mêmes, jusqu'où nous sommes prêts à aller. Et une des conditions que nous devons poser, c'est que les armes doivent être utilisées pour libérer le territoire. Avec la question de la Crimée. Si nous disons, non, pas la Crimée, même si aujourd'hui les Ukrainiens ont suffisamment à faire pour libérer le Donbass et le sud de l'Ukraine. Et si nous disions pas la Crimée, même si ce n'est pas donc d'actualité, ça voudrait dire que nous avons déjà considéré que la Crimée était russe. Voilà sur le premier niveau, jusqu'où nous pouvons aller.
Sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est un processus qui est engagé. Il mettra des années, parce que l'adhésion à l'Union européenne, ce n'est pas pour avoir des garanties de sécurité. Il n'y a pas de réplique instantanée quand un pays européen est attaqué, comme dans l'OTAN. C'est essentiellement pour avoir un niveau d'accès au marché, de développement, ce à quoi l'Ukraine est assez peu préparée, il faut quand même bien le dire. Donc c'est un acte politique qui a été posé. Je crois que c'était difficile de l'écarter. L'adhésion à l'OTAN ne peut être posée, ça a été le sommet qui s'est tenu, qu'après la fin du conflit. Quelles garanties de sécurité pourront être données à l'Ukraine? C'est après que la négociation puisse trouver son aboutissement. La question de l'Europe de la défense. Alors je vais être tout à fait clair. Il n'y aura d'Europe de la défense que dans l'Alliance atlantique. Aucun pays européen, aucun, ne veut avoir une défense détachée de l'Alliance atlantique. Et même la France, qui effectivement, jusqu'à ce qu'une décision soit prise de réintégrer le commandement intégré, la France n'a jamais quitté l'Alliance atlantique. Et quand des partis français à l'extrême, enfin à la gauche radicale, si on veut, et à l'extrême droite pendant un temps, imaginaient sortir de l'Alliance atlantique, c'est donc une impossibilité de faire l'Europe de la défense. Et ça fait partie des stratégies de repli que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire où on s'enferme, où on se bunkérise, et où on n'est pas dans une capacité à pouvoir agir avec nos partenaires. Donc, première condition, il faut que ça se fasse dans l'Alliance atlantique. Deuxième condition, il faut que ça se fasse avec des mêmes équipements militaires. Quand les Ukrainiens ont demandé d'avoir des chars, les Allemands ont dit mais on a des chars, nous, les Léopards. Les Britanniques ont dit on a des chars, les Challenger. Nous, on a dit on a des chars Leclerc, mais ils ne peuvent pas se transporter. Mais même si on les avait donnés, c'est très difficile de faire une offensive avec des matériels différents. Donc ça s'était posé pour l'Ukraine, mais c'est pas posé pour d'autres. Donc il faut qu'on ait les mêmes matériels, et c'est là que rentrent les contradictions, qui les fabriquent, avec quelle coopération, etc. Donc la deuxième condition, c'est qu'on fabrique des matériels et qu'on n'achète pas nécessairement sur étagère aux États-Unis. Or, les États-Unis font pression pour que ce soit le cas. Troisièmement, il faut qu'il y ait un effort budgétaire, pas forcément français d'ailleurs, même s'il a été consenti. Il faut un effort budgétaire de tous les autres pays, et notamment des Allemands. Et la décision majeure qui a été prise par l'Allemagne, on verra si elle s'y tient, c'est de renforcer considérablement son budget de la défense, qui était très, très faible. D'ailleurs, quand Merkel me disait qu'il faut faire des économies, je lui disais, vous ne devriez pas faire des économies, au contraire, vous devriez dépenser plus pour votre défense. C'est pour ça que vous avez quelquefois des meilleurs résultats que nous en termes de déficit, parce que nous, on faisait presque 2% de notre richesse nationale pour la défense. Eux, les Allemands, ne faisaient qu'1,2 ou 1,3. Bon, bref, il faut donc qu'il y ait cet engagement budgétaire, cette coopération industrielle, cette capacité à pouvoir travailler ensemble. Ce n'est pas une armée européenne, c'est d'avoir une organisation et un système également de protection des frontières. Juste un mot pour sourire, puisque Jean-Marc y est revenu, sur les frégates, vous savez, les Mistral que mon prédécesseur avait vendu à Poutine parce qu'il avait confiance dans Poutine et qu'il pensait qu'il ne les utiliserait pas, sans doute. Donc j'ai annulé le contrat et puis j'ai dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les deux Mistral qui ont déjà été fabriqués au chantier de l'Atlantique? Donc j'ai dit, aux Européens, il n'y en a pas un qui veut me prendre un peu de Mistral, là et aucun n'était disposé. C'était de très bons bateaux. Ça en dit long sur le fait qu'il n'y avait pas cet engagement puissant, parce que c'est utile, mais qui dispose de cette capacité justement à avoir des porte-hélicoptères. Donc voilà pourquoi il faut faire cette Europe de la défense. Ça sera long, ça sera néanmoins peut-être une obligation parce qu'il faut dire ça aux Polonais, aux États baltes qui sont toujours en train de regarder vers les États-Unis, leur dire, mais si les États-Unis se détachent de l'Europe, si vous avez
un nouveau Trump qui dit l'Alliance Atlantique, on n'en veut plus, que la question ukrainienne, c'est pas notre affaire. Nous, notre affaire, c'est Taïwan, c'est l'Asie, c'est la mer de Chine, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Où portera-t-on nous-mêmes l'effort de soutien à un pays attaqué? Donc la grande question, elle est là. Elle n'est pas simplement face à la menace qui existe, hein, qui est celle provoquée par Poutine, mais elle est aussi par le risque que les États-Unis ne soient plus aussi liés à l'Europe que ça l'a été jusque-là. Ce qui m'amène d'ailleurs aussi à la question que tu as posée par rapport à la Syrie, où vous vous souvenez de ces circonstances, puisque c'est maintenant l'anniversaire de cette, hélas, décision, ou non-décision. Donc Bachar el-Assad avait bombardé avec des armes chimiques des quartiers de Damas qui étaient contrôlés par l'opposition. Il y a eu des milliers de morts, des enfants, des familles, des civils. Donc Obama avait posé une ligne rouge un an plus tôt en disant que s'il y avait des armes chimiques qui étaient utilisées, il y aurait une intervention automatique des Américains. Nous sommes mis d'accord pour une opération et au dernier moment, il y a eu défection américaine. La conséquence, il faut bien la mesurer, la conséquence pour la Russie, ça a été de dire, bon, ben, maintenant, on sait que les Américains ne seront plus là et on peut massivement nous engager en Syrie derrière Bachar. Ce qui s'est produit, ils ont bombardé des villes entières, les ont détruites, etc. Exactement ce qu'ils pensaient faire en Ukraine. Ensuite, l'État islamique, qui nous a infligé des attentats dont vous avez tous le souvenir, hélas, sont nés de cet empêchement d'une action contre Bachar. À l'époque, tous les pays arabes, et les pays du Golfe en particulier, étaient hostiles à Bachar. Aujourd'hui, Bachar est invité aux réunions de la Ligue arabe et des pays du Moyen-Orient. Bachar el-Assad est en plus accusé de faire un trafic de drogue avec le Captagon, qui est une drogue de synthèse, et de les envoyer partout dans le monde, y compris chez nous. Donc c'est un double criminel. C'est un criminel qui a à la fois massacré son peuple et qui continue à utiliser le narcotrafic pour désorganiser le monde. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et je crois que la question que tu poses est très importante, c'est-à-dire qu'il y a un déclin du multilatéralisme depuis plusieurs années à cause précisément du blocage que la Chine et la Russie ont produit dans les instances internationales et une difficulté à juger les criminels de guerre, sauf quelques Africains qu'on arrive encore à traduire non sans mal. Et c'est vrai qu'à un moment, les Africains disent si on avait fait une Cour pénale internationale uniquement pour les Africains, c'est quand même une sélection un peu particulière, quand même une discrimination assez douteuse. Il y a des criminels de guerre, il y en a quand même ailleurs qu'en Afrique. Donc il y a toute une bataille à mener pour la restauration de la justice internationale. Mais j'en termine là. Ce qui est le plus grave aujourd'hui, c'est l'impuissance de l'ONU. L'ONU, qui a été conçue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour justement intervenir sur les conflits, tout ça est terminé. Ça avait été bloqué pendant la guerre froide sans doute, mais jamais on a une incapacité telle qu'on la connaît aujourd'hui de l'ONU d'intervenir sur tous les conflits. Et on parlera peut-être qu'il y aura une question de l'Afrique. Les missions de l'ONU, les missions de maintien de la paix, qui coûtent d'ailleurs fort cher, n'ont aucune efficacité. Donc l'ONU, même pour les conflits régionaux, est dans une forme d'impuissance. Et quand il y a une impuissance des institutions internationales, donc ONU, mais on pourrait dire aussi d'autres institutions, bah forcément, et c'est d'ailleurs ce que veulent faire les BRICS, dont je parlais tout à l'heure, c'est dire mais nous on peut aussi faire nos propres institutions pour avoir nos propres règlements contre un multilatéralisme tel qu'on l'avait conçu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut reprendre le vieux combat des démocraties, c'est celui du multilatéralisme, c'est celui des organisations internationales, c'est celui de la justice internationale, c'est celui de la sanction des criminels de guerre. Merci François. Avant que je vous passe la parole, je la repasse à Jean-Marc et Dylan qui vont faire... oui,
brièvement pour qu'on puisse passer la parole, mais je vous laisse un peu de temps pour vous exprimer parce que je suis devenue depuis hier très consciente du temps. Mais vous l'avez vu au fil des ateliers. Mais passer la parole, donc Dylan, à toi, avec l'idée, et puis Jean-Marc, avec l'idée, malgré tout, de faire le lien entre ce que nous venons, le première partie de débat que nous venons d'avoir avec nos collectivités locales, leurs engagements. Et puis ensuite, vous pouvez préparer vos questions. La parole sera à vous. Ça va venir. Oh, oui, c'est bon. Je voulais justement repartir de ce qu'on discutait à l'instant sur les crises qu'on a vécues à partir de notamment de 2014-2015 en Syrie et qui ont eu cette espèce de résonance très très forte dans nos territoires, avec notamment les crises migratoires qu'on a connues avec l'accueil de beaucoup de réfugiés syriens. On avait à ce moment-là aussi beaucoup d'Afghans et puis de ressortissants des pays d'Afrique qui arrivaient jusqu'en Europe et qui continuent à arriver dans des conditions absolument ignobles. Et quelque part, tu as mené cette bataille au niveau du Conseil européen pour qu'il y ait une répartition de l'accueil des réfugiés. Et moi, je voulais un petit peu tracer une perspective avec nos camarades, nos élus, nos maires qui sont présents, nos conseils départementaux et régionaux, parce qu'ils sont très mobilisés pour non seulement accueillir les réfugiés, mais pour trouver des solutions d'hébergement durable et d'intégration durable de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants qui traversent le monde au péril de leur vie. Et je voulais faire le lien aussi entre ce qui est fait, pas seulement pour d'ailleurs les adultes, mais ce qui est fait de façon absolument remarquable par beaucoup de collectivités locales, de départements, notamment pour l'accueil des mineurs étrangers isolés. Je voulais saluer aussi le lien que les collectivités locales nouent de manière contractuelle, historique même, avec les associations qui mènent ce travail remarquable. Je pense, moi, parce que c'est des associations avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler sur des maraudes à l'époque où nous avions plusieurs centaines de primo-arrivants dans les rues des grandes villes de France en 2015-2016. Je pense à Emmaüs Solidarité, je pense à France Terre d'Asile, et qui ont à un moment donné contractualisé avec des collectivités pour accueillir ces femmes et ces hommes. Et puis, encore plus récemment, il y a aussi les femmes et les hommes qui fuient les crises climatiques, qui fuient les catastrophes naturelles, et qui sont devant nous. Parce qu'en fait, celles et ceux qui nous expliquent dans le débat public que les migrations, en plus avec un discours d'immigration zéro, de mur, qui serait a priori la solution aux problèmes migratoires, on sait tous que tout ça est un mensonge, et en plus, ça va aller crescendo, puisqu'avec le réchauffement climatique, ce sont des centaines de millions de femmes et d'hommes qui vont être condamnés à circuler, et déjà, c'est le cas dans plusieurs territoires d'Afrique, d'Amérique latine ou du Proche-Orient, et donc être capable aujourd'hui d'apporter des réponses en s'appuyant sur l'expertise, le savoir-faire, la bienveillance des collectivités, de nos élus locaux. Dernier point que moi je voulais évoquer, c'était par exemple, et ça va être un clin d'œil aussi à deux moments qu'on a vécu, François, avec notamment la Fédération Léo Lagrange, puisque je t'avais retrouvé au congrès, je salue les camarades qui sont dans la salle d'ailleurs, au congrès de 2014, où on avait parlé de deux problématiques, deux territoires, deux partenariats qui nous tenaient à cœur. Et moi, j'aimerais avoir une pensée pour eux, parce que je pense que ce qui se passe au Kurdistan depuis plusieurs années, et notamment au Rojava, actuellement en Syrie, c'est une nécessité absolue de s'engager avec les collectivités locales auprès des populations qui peuvent être accueillies. Et je pense aussi, et tu vas être d'accord avec moi, cher François, qu'on ne peut pas ne pas penser ce soir au président Mohamed Bazoum et au partenariat historique qui nous lie avec la République du Niger, où il faut continuer à bien mesurer qu'aujourd'hui, si on ne soutient pas à la fois le rétablissement de l'ordre constitutionnel et des partenariats équitables entre les pays d'Afrique, les pays d'Europe, les organisations régionales, la CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine et l'Union européenne, il faut être capable de tracer des perspectives pour apporter des solutions. Voilà ce que je voulais un petit peu partager avec vous. Merci. Il y a Jean-Marc, à ton tour aussi, sur le lien avec nos collectivités. Oui, merci. Merci Hélène. Moi, j'aurais voulu effectivement, très rapidement, pour que vous ayez le temps de poser des questions et d'échanger avec François notamment, vous dire trois éléments qui me paraissent importants sur comment, dans ces désordres du monde, en tant qu'élu local, on peut être utile. Le premier point, peut-être, qui est le plus essentiel, on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici du Niger, du Mali, on
On a brièvement évoqué la situation, le renversement un peu invraisemblable d'une France qui est accueillie à bras ouverts parce qu'elle essaye d'intervenir au prix d'ailleurs de la mort de ses soldats pour aider un État à survivre face à des terroristes, à une situation, on a l'impression qu'on est chassé d'Afrique francophone, et une situation qui probablement n'est pas simplement une déstabilisation, une manipulation de la Chine ou de la Russie via Wagner, mais probablement un sentiment qui commence à s'ancrer notamment dans la jeunesse africaine, et on pourra l'évoquer. Mais au-delà de ce moment un peu conjoncturel, si dans ces désordres du monde, on veut contribuer à trouver un meilleur équilibre, en tout cas à notre niveau, notamment en ce qui concerne les pays les plus pauvres, je crois que la coopération décentralisée est essentielle. Et dans la coopération décentralisée, le rétablissement des capacités étatiques au sens large du terme, c'est-à-dire l'État décentralisé et les collectivités, est fondamental. Parce qu'au fond, bien sûr, la violence prospère sur la misère, les déstabilisations aussi. Donc la question est d'abord économique et d'abord sociale. L'accès des pays en développement et des pays les plus pauvres, le Niger est le 3e ou 4e pays le plus pauvre au monde, à un niveau de développement et de bien-être minimal et idéalement comparable au nôtre, mais que toutes les tentatives qui sont passées par l'aide au développement se sont heurtées à l'absence de ces capacités étatiques. Moi, j'ai eu l'occasion en tant que parlementaire de me rendre au Niger, de me rendre à Agadez, qui est une région grande comme la France, de constater d'ailleurs, je crois que c'était une décision de l'un de tes gouvernements, que le seul pays qui était là et qui formait des gendarmes, c'était la France. Il y avait un bataillon avec 15 gendarmes qui vivaient d'ailleurs dans des conditions de sécurité incroyables et donc de courage remarquable de leur part. Et je suis allé voir avec mon collègue de droite qui présidait la mission dans laquelle j'étais rapporteur, le président du Conseil général, qui avait 20 fonctionnaires pour une région grande comme la France. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas mener des politiques publiques dans un territoire comme cette région-là, parce que l'aide au développement n'arrive nulle part. Et en réalité, elle arrive que quand vous, élus locaux, dans des coopérations structurées, vous êtes capables de la mettre en œuvre. Donc ces coopérations-là, elles sont absolument essentielles. Et lorsque vous détachez des fonctionnaires, j'étais travaillé avec Martine Aubry à la ville de Lille, on avait une coopération décentralisée avec Saint-Louis du Sénégal, et on envoyait très concrètement nos fonctionnaires, comme vous le faites beaucoup d'entre vous, mais c'est vraiment, je crois, une des clés de la solution de l'aide au développement. Le deuxième élément, Dylan l'a évoqué, mais c'est l'accueil des réfugiés. C'est difficile, mais vous savez si bien faire. C'est bien sûr fondamental par rapport aux valeurs qu'on porte en tant que socialiste, mais dans l'aide au développement, ces réfugiés, je pense notamment à la communauté arménienne avec laquelle j'ai noué des liens étroits parce que j'étais député d'une circonscription dans laquelle ils sont présents, mais ça devient une diaspora qui est fondamentale dans le développement des pays qui en ont le plus besoin. Puis le troisième point, et j'arrête là-dessus, c'est la diplomatie des villes. Les villes peuvent dire des choses que les États et que la France ne peut pas dire, et ça c'est évidemment fondamental. J'ai parlé de l'Ukraine tout à l'heure, mais quand on prend des motions pour dire qu'on veut la reconnaissance du Haut-Karabakh, même si ce n'est pas la position officielle de la France, même si ce n'est pas la position officielle du gouvernement de la France qui serait présidé par l'un d'entre nous, c'est utile à la fois bien sûr pour faire progresser l'idée, mais aussi pour tous ceux qui se battent sur le terrain, qui souffrent et qui ont besoin d'un peu de lumière. Dylan a évoqué le Kurdistan, je pourrais évoquer 1000 éléments. J'ai un souvenir aussi assez personnel, qui est le moment où j'ai remis à Lula, qui venait de sortir de prison, une invitation à venir recevoir sa médaille d'honneur de la ville de Paris, et où il m'a dit que ça avait été fondamental dans la prise de conscience qu'il devait être mis fin à cette détention injuste. Donc cette diplomatie des vies, elle me semble essentielle, et elle peut aller sans doute beaucoup plus loin que ce que peut le faire une nation qui a aussi des relations à entretenir avec des dirigeants dont elle partage ni les opinions ni les principes.
Voilà quelques réflexions que je voulais vous partager. Merci à Diane, merci à Jean-Marc. C'est pour ces interventions qui prolongent, je veux dire, les éclairages précieux du Monsieur le Président. Qui souhaite prendre la parole sans plus de transition? Alors j'ai une main qui se lève, c'est Christophe. Donc on essaie de faire pour que s'il y a beaucoup de questions, on est sur le principe de la question courte. Je le dis, mais je vous avertis, j'interromps. Hein. Donc pour qu'il y ait plus de questions possibles. Et vas-y, c'est Christophe. Pas de problème, Présidente. Christophe Rouillon, maire de Coulennes, président du groupe socialiste au Comité européen des régions. La crise ukrainienne est extrêmement grave. De ce point de vue-là, je pense que, cher Président, cher François, tu l'as très bien dit, il faut un soutien des populations. Et on en appelle vraiment à ce qu'il y ait des jumelages avec les villes d'Ukraine pour soutenir l'Ukraine dans ce moment très difficile. La question que j'aurais à poser, c'est est-ce que dans cette période de crise, l'Europe a toujours progressé dans les crises, est-ce que ce n'est pas l'occasion de pousser nos propositions pour plus d'intégration européenne, et en particulier sur la question du vote à l'unanimité et peut-être une éventuelle demain réforme des traités, parce qu'on voit bien qu'au sein de l'Union européenne, un pays peut bloquer, on voit en particulier la Hongrie qui a des sympathies avec Poutine, qui a bloqué sur la livraison d'armes. Donc est-ce que cette fin de l'unanimité va permettre peut-être de faire un saut politique, de permettre aussi de débloquer les capacités de l'Union européenne d'avoir une fiscalité commune, d'avoir des ressources propres, et puis demain peut-être aussi de pouvoir débloquer cette question de la politique de défense commune, en sachant que la défense commune se fera peut-être parce qu'au préalable, il y aura une Europe politique plus forte. Merci. Merci. On va prendre une succession de questions, hein, je le propose. Je vois, il y a une main levée là, et puis après on passe. J'ai vu une là-bas. Oui, vas-y. Oui, bonjour, Jean-Paul Jandon. Conséquences sur les collectivités locales. Moi, j'ai des coopérations avec un certain nombre de pays, notamment le Sénégal. On n'a pas parlé du Sénégal, mais clairement, aujourd'hui, je suis très inquiet sur la situation politique du Sénégal. Et ça pose derrière quel type de coopération doit-on mener je dirais, avec ces pays qui, aujourd'hui, d'un point de vue politique, deviennent de plus en plus instables. Et deuxième élément, moi, ce que j'ai compris, mais là aussi sur les conséquences des collectivités locales, ça veut dire que d'un côté, le coût des matières premières, le coût de l'énergie, si on se projette dans le futur, ça veut dire que ça va continuer à augmenter. Et pour les collectivités locales, les grandes difficultés de tenir leur budget avec ces éléments-là, ce qui sont deux impacts très concrets, je dirais, de la situation internationale. Tout à fait. Merci. Il y avait de ce côté-là, voilà. Parce que je ne vois pas bien qu'à la lumière, mais... Oui, bonjour, Monsieur le Président. Michel Noum, moi je suis conseiller municipal dans la ville de Fos, donc dans le Val d'Oise, en charge des circuits courts. Et moi, en fait, je me posais la question, on parle toujours de l'international en parlant des crises, et quand on parle de crise, on rappelle souvent au populisme. Et ce que je me dis, c'est que notre projet socialiste, en fait, il a besoin, vers l'international aussi, de valoriser et de parler positif pour faire rêver aussi, je pense. Et moi, je me posais la question, pourquoi on ne valorise pas suffisamment toutes les coopérations qu'on met en avant, dont on parle là, assez régulièrement. Mais en fait, pourquoi on n'insiste pas dessus aussi? À chaque fois qu'on parle de choses négatives, c'est bien aussi de parler de choses positives. Merci. Bien raison. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées devant? Est-ce qu'il y a un micro devant? Ah, il y avait quelqu'un avant, et puis ensuite... C'est à moi, donc, parce que je croyais qu'il y avait... Non, on a été allusif sur la question du Mali et du Niger. Je voudrais poser des questions moins allusives. D'abord, sur le coup d'État au Niger, il y a une question qui s'est posée. Est-ce que la France, et manifestement les services de renseignement étaient informés, est-ce que la France aurait dû intervenir? Donc c'est une position sur ton successeur, n'est-ce pas? Et est-ce qu'on a eu quelque part des pudeurs de gazelle à ne pas le faire? Et la question plus large est-ce que sous couvert de crainte du retour de la France-Afrique, on n'est pas en train de laisser le champ libre, finalement, au pouvoir de la Russie, avec une question sur l'avenir de la Russie avec Wagner? Ça, c'est le premier bloc de questions. Et la deuxième question qui se pose quand même, et que je te pose, parce que pour le coup, tu es à l'origine de cette intervention courageuse, qui n'est pas suffisamment saluée au Mali, n'est-ce pas?
Est-ce que nous ne sommes pas restés trop longtemps, d'une certaine manière, passant de la France un peu salvatrice à la France occupante? Merci. Donc devant, vas-y. Alors, c'est histoire qu'il y ait une femme qui parle. Sadia Merci, Hadj, merci. conseillère municipale, c'est pour encourager les copines, il en faut toujours une. Donc, dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit dans l'impact local, on dit souvent du local au global et du global vers le local. Les répercussions internationales se font aussi dans nos quartiers. Les échelles de valeur se font aussi dans nos quartiers. C'est-à-dire que à accueil, pas accueil égal. Je m'explique, on va avoir des personnes sous tente et les Ukrainiens, on va les mettre dans des maisons avec les habitants. Les Afghans et les Afghanes, on va voir. Donc il y a une espèce d'éléments comme ça sur nos territoires où il va y avoir de l'identification en disant on a une forme de maltraitance, une forme de néocolonialisme qui se reproduit à n'en plus finir. Et du coup, ça me désespère. Ça ne veut pas dire que je lâche, je reste très positive et j'explique que la personne qui est gauloise, pardon du terme, elle a les mêmes droits de solidarité que la personne qui arrive de l'étranger, que la personne qui arrive du Périgord, parce qu'à un moment donné, ils crèvent la dalle. Donc ces impacts locaux, elles sont importantes et ces échelles de valeur continuent à nous faire beaucoup de mal, ce qui fait qu'on a du mal à avoir des réponses parce qu'on doit lutter surtout sur une systémie, sur des discours plus amples de populistes et la question de la valorisation, elle me paraît essentielle, mais quelle communication pour ne pas non plus tomber dans le charity business parce que c'est aussi ces équilibres-là à avoir. Merci. Est-ce qu'il y a, puisque l'heure avance, une ou deux dernières questions avant comme ça François Hollande puisse conclure? Gülsen Yildirim, vice-présidente du conseil départemental. Merci Monsieur le Président, cher François, merci à Dylan et Jean-Marc pour leur intervention. Moi, j'aurais une question par rapport à la crise ukrainienne. Il y a un acteur essentiel qui n'a pas été abordé, qui est le rôle, bien sûr, joué par la Turquie dans ce conflit. Le président Erdogan a profité de la crise ukrainienne pour se redorer un petit peu son image. Il joue dans l'entre-deux, il sait très bien faire. Tout en portant l'accord céréalier, il ménage bien sûr Poutine et ça lui permet tout simplement de revenir sur le devant de la scène internationale et éventuellement même de remettre à l'ordre du jour la candidature de la Turquie dans l'Union européenne. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'est quelle doit être notre position par rapport à la Turquie? Est-ce que ça doit être une certaine méfiance à l'égard d'un président qui a été réélu en plus, donc ça lui a donné aussi des ailes, ou une certaine méfiance vis-à-vis de ces visées un petit peu expansionnistes, parce qu'il profite aussi de la situation pour aussi régler un certain nombre de questions, notamment, tu l'as abordé Dylan, donc par rapport aux populations kurdes. Merci. Une dernière question pour ne pas être sûr qu'on a... Puis sinon, on va commencer les réponses. Parce que je vois quelqu'un qui monte. Il y en a une juste devant moi, sinon, pour finir. Voilà, si quelqu'un a le micro, et puis ça permettra de clore. Vincent Lemot, président de Guingamp pour l'agglomération. Merci au président François Hollande d'être parmi nous ce soir et travailler aux perspectives, à fixer les perspectives. Une question toute simple, quel est ton sentiment à l'issue des élections en Italie et en Espagne? Peut-on tirer des enseignements pour nous-mêmes, Français, au regard des élections italiennes qui ont amené l'extrême droite au pouvoir et aujourd'hui peut-être une impasse politique en Espagne qui pourrait survenir si tant est la droite était encore en train de manœuvrer avec l'extrême droite espagnole. Donc avons-nous, nous, des enseignements utiles à tirer de ces deux expériences? Et je me donne juste la parole pour l'ultime question et je réponds. Non, parce qu'on ne l'a pas abordé, mais elle est en lien avec ce qui est là. Et c'est la question sur la Turquie qui m'a fait penser. Au moment où nous sommes en train aussi, l'Europe, finalement, de sous-traiter la question migratoire aux autres pays, notamment l'arrêt des flux migratoires. On a vu ce qui s'est passé en Tunisie, mais la Turquie est concernée. Est-ce que là aussi, il y a une autre façon, enfin je l'espère en tout cas, et des éclairages sur ce qui pourrait être un autre chemin que celui-là. Et puis voilà.
Merci de m'avoir autorisé à m'auto-donner la parole. Et cher François, je propose de conclure. Je suis content de pouvoir passer la nuit avec vous, puisque nous avons énormément de sujets et que nous sommes tous passionnés et que Blois nous accueille pour plusieurs nuits et plusieurs jours. Donc je veux m'y installer durablement. Je ne sais pas si ça fera plaisir à tout le monde, mais je me laisse tenter. Bon, alors je vais quand même répondre à toutes les questions. D'abord, pour jeter un peu de froid, si tant est que ce soit nécessaire, les conséquences économiques de ce qui est aujourd'hui à l'œuvre dans le monde sont mauvaises. Et pour les collectivités locales en particulier. Il va y avoir moins de croissance, plus d'inflation, enfin une inflation qui va rester à un niveau significatif, et des taux d'intérêt plus élevés. Donc vous savez exactement ce qui vous attend. Donc des recettes qui vont être moins fortes, des dépenses qui vont être plus élevées et des capacités d'emprunt qui seront limitées. Ce qui est vrai pour les collectivités est forcément vrai pour l'État. Et les dépenses parfois inutiles qui ont été consenties et des avantages fiscaux qui n'auraient pas dû l'être pèsent aujourd'hui pour le rétablissement des comptes publics de l'État, et ça peut se faire aussi au détriment des collectivités. Ensuite, il y a des conséquences politiques aussi de ce qui se passe dans le monde, parce que chaque fois qu'il y a un événement qui se produit, il y a quand même des résidents en France qui sont liés à ces tragédies. On parle du Sahel, il y a quand même beaucoup de personnes qui vivent en France qui sont originaires du Sahel et qui sont donc forcément impactées par ce qui se produit. Et on peut dire la même chose par rapport à ce qui se joue en Kurdistan ou ailleurs. Il y a comme ou en Arménie, il y a des gens qui sont concernés par ce qui se passe dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle un grand parti doit parler du monde, doit forcément être à l'initiative pour la régulation du monde. Un grand parti dans un grand pays. Et c'est ce qui fait que être socialiste en France, ça a des obligations supérieures que d'être socialiste ailleurs. Parce que la France, et je peux l'exprimer parce que j'ai été président de la République, a forcément une responsabilité pour l'organisation du monde ou la régulation du monde. Et ceux, notamment à l'extrême gauche, qui essayent de penser qu'on peut avoir d'autres alliances avec des partenaires dont on ignore tout d'ailleurs, et qui sont inconnus, c'est un repli par rapport à ce que peut faire la France. Et je ne parle pas de l'extrême droite, même si tout à l'heure j'y reviendrai par rapport à la question qui a été posée pour l'Europe. Puisque je suis sur l'Europe, il faut se sortir de la tête l'idée qu'on va changer les traités européens. Si une fois pour toutes, on se dit qu'on ne les changera pas et qu'il faut donc faire autrement. Pourquoi on ne peut pas changer les traités européens? Parce qu'il faut l'accord des 27 pour changer les traités européens. Changer les règles de l'unanimité, bien sûr que moi j'y suis favorable sur un certain nombre de questions. Mais ceux qui veulent garder l'unanimité ont le pouvoir d'empêcher qu'on puisse changer les traités. C'est comme vouloir dire qu'il faut que les grands pays, membres permanents du Conseil de sécurité, n'utilisent plus le droit de veto. Ben oui, ils ont veto sur le fait de changer éventuellement les règles de l'ONU. Donc, si les socialistes français, parce que c'est une vieille question, partaient de l'idée qu'on ne changera pas les traités, qu'est-ce qu'il faut faire? Sans doute essayer de faire que les politiques européennes soient davantage compatibles avec nos objectifs. Ça, c'est l'enjeu des élections européennes. Mais c'est aussi de se dire qu'on va faire à quelques pays différemment des autres. C'est ça la bonne manière d'avancer. Exemple, pour faire l'Europe de la défense, on ne la fera pas à 27. Parce que c'est très compliqué. On la fera dans le cadre de l'Alliance Atlantique, sûrement. Mais si on veut aller beaucoup plus loin, il faut le faire à quelques pays, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et d'autres qui voudront s'y adjoindre, pour fabriquer des armements. Il faut donc faire des traités spécifiques pour aller plus loin. C'est exactement ce qui s'est fait d'ailleurs pour l'euro.
Si on avait attendu que les 27, à l'époque c'était 28 en plus, avec la Grande-Bretagne, vous imaginez si la Grande-Bretagne avait été sollicitée pour savoir s'il fallait faire l'euro. Donc si on avait attendu le Royaume-Uni, ben, on n'aurait toujours pas l'euro. Et on n'aurait peut-être pas encore non plus le Royaume-Uni. Donc alors, essayons d'avancer, c'est-à-dire qu'il faut ne pas modifier les traités, il faut faire de nouveaux traités pour faire beaucoup plus, y compris même sur l'harmonisation fiscale. Rien n'empêche quelques pays de se dire, bah, nous, on va avoir un mode de règlement sur un certain nombre de sujets fiscaux, même s'il faut continuer la bataille à l'intérieur. Sur la Turquie, qui a été longtemps pays candidat, je rappelle que la Turquie est toujours candidate à l'Union européenne. Les chapitres, parce qu'il y a des chapitres qu'il faut franchir, ils ont été arrêtés à un moment, mais Erdogan continue d'entretenir l'illusion que ça peut reprendre. Et les Allemands ne sont jamais complètement fermés à l'idée que la Turquie puisse revenir dans le processus de négociation. Ils savent bien que ça n'aboutira pas, mais enfin, il y a une communauté turque très importante en Allemagne, et puis il y a des liens, y compris par rapport à la question migratoire, qui se sont établis avec la Turquie. Alors la Turquie, avec Erdogan, car nous confondons jamais les peuples et les dirigeants, la Turquie avec Erdogan, c'est d'une certaine façon le jeu multiple. C'est-à-dire tantôt il est avec Poutine, tantôt il est avec les Ukrainiens, tantôt il est avec les Américains, tantôt il est avec les Européens. Il joue toutes les cartes. Et longtemps, il a pensé qu'il pouvait être le leader du monde arabe et du monde musulman. Je crois qu'il a, de ce point de vue-là, déchanté. Ensuite, il est resté dans une logique très nationaliste. Et maintenant qu'il voit que le rapport de force est un peu différent avec l'Ukraine, il essaye de jouer les médiateurs parce que tout ce qui le met en scène le sert sur la cause de politique intérieure. Avec lui, il faut donc exiger la clarification. Et aussi même par rapport, puisqu'on parlait des communautés qui vivent sur notre territoire, il ne faut pas laisser non plus Erdogan travailler les communautés sur les pays européens, comme il le fait à chaque élection. Et souvent, d'ailleurs, les résultats qu'il obtient sont avec les Turcs de l'extérieur, précisément parce qu'il y a ce travail. Ensuite, sur l'Afrique, parce que ça a été évoqué plusieurs fois, je vais pas être long, mais je vais être schématique. Quand je me suis présenté devant les Français, en mai 2012, si on veut, je n'avais pas prévu d'intervenir en Afrique. Nulle part, il était inscrit que dans les propositions que je faisais, la France allait déployer son armée en Afrique. Lorsqu'en janvier 2013, j'ai décidé de faire intervenir la France au Mali, c'est à la demande non seulement du président par intérim à l'époque du Mali, mais à la demande de la CEDEAO et à la demande de l'Union africaine. L'idée que la France serait venue parce qu'elle en aurait décidé, parce que c'était une ancienne colonie et qu'on considérait qu'on devait lutter contre le terrorisme pour nous protéger, nous, sans considération pour la population, est une présentation totalement fallacieuse. Nous sommes venus à la demande des Africains et des autorités maliennes, et nous y sommes restés, l'opération Barkhane, pour la même raison. C'est-à-dire que ce sont les Maliens, c'est la CEDEAO, ce sont les pays du Sahel qui nous ont demandé, réclamé de rester. Est-ce que, question qui est posée, nous aurions dû rester au-delà d'un certain temps? Sûrement pas. Au-delà de 2017, alors c'est facile puisque je n'étais plus là, mais il y a une raison pour laquelle finalement nous sommes restés plus longtemps qu'il était nécessaire. C'est parce que par qui devions-nous être remplacés? Par les Africains eux-mêmes, qui avaient donc le G5 Sahel, enfin bref, on ne rentre pas dans les détails, mais c'était aux Africains eux-mêmes d'assurer la sécurité des pays concernés. Et les armées n'ont pas été capables de le faire. C'était la MINUSMA, c'est-à-dire la mission des Nations Unies, qui aurait dû le faire. Nous, on n'avait pas vocation à rester. Et c'était aux Nations Unies d'assurer la sécurité des territoires qui avaient été libérés. C'était même aux Européens, qui avaient une force européenne qui était là, et ce n'était pas à nous, justement, d'y rester davantage. Mais tout ça a fait que
notre présence trop longue a été utilisée, récupérée, instrumentalisée, y compris par les militaires qui auraient dû normalement assurer la sécurité de leur propre territoire. Le rôle d'une armée, c'est pas de faire des coups d'État, normalement. C'est d'assurer la sécurité de la population. Alors après, la question, comment se fait-il qu'il y a eu un certain nombre de coups d'État et qu'on n'a pas vu la chose se faire ou se produire? Alors c'est vrai qu'il y a eu 2 coups d'État au Mali, successifs. Deux coups d'État au Burkina Faso, successifs. Un coup d'État en Guinée. Un coup d'État, malgré tout, au Tchad. Et maintenant, au Niger. Et alors quand on n'intervient pas au sens politique du terme, je ne parle pas au sens militaire du terme, au sens politique, quand arrive le premier coup d'État et que rien ne se passe, bien forcément, il y en a d'autres qui vont se faire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut avoir comme principe, nous, en tant qu'organisation politique? Le premier principe, c'est qu'il faut rappeler ce qu'on a fait. Il faut toujours être fier de ce qu'on a fait. Si on baisse la tête, ça ne vaut pas simplement que pour la politique étrangère. Hein. Ça vaut pour tout. Si on baisse la tête, si on dit « ah oui, c'est vrai, on n'aurait pas dû ». Mais bien sûr qu'on aurait dû. Je rappelle qu'il y a 59 soldats qui sont morts au Mali. Il y a eu des centaines de blessés. Que ça a coûté 1 milliard par an aux contribuables français d'avoir l'opération extérieure. On ne l'a pas fait pour nous, on l'a fait parce que c'était mon discours que j'avais fait à Bamako, on l'a fait parce qu'on réglait aussi une dette à l'égard d'un pays qu'on avait sollicité à d'autres périodes de notre histoire. Donc, il faut être fier de ce qu'on a fait. On a fait parce qu'on nous a demandé de le faire. Mais ensuite, il faut être tout à fait clair, là où on n'est pas demandé, il faut partir. Là où on n'est pas souhaité, il faut laisser la place. On n'a rien à faire là où on n'est pas demandé. Alors après, il faut s'occuper quand même du président qui est retenu en otage. Ça, c'est notre devoir moral. Mais pour le reste, on a 1500 hommes qui sont au Niger. Je pense qu'il faut leur poser la question. Vous ne voulez pas que ces hommes restent? Ils partiront. Et il faut le faire d'ailleurs avec l'égard de tous les pays africains où nous avons encore des bases. Tchad, Gabon, Sénégal, Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rester avec nous? Nous serons là. Vous voulez qu'on ne soit plus là? Nous ne serons plus là. Sur le plan militaire, ce qui ne peut pas vouloir dire qu'on ne serait plus là sur d'autres terrains, et notamment celui du développement. Après, il y a la protection de nos ressortissants. Il est légitime d'avoir une présence militaire quand nos ressortissants peuvent être éventuellement menacés. Mais voilà, il faut mettre les amis africains, parce que ce sont des amis, devant leurs responsabilités, et de ne pas se laisser emporter par effectivement la récupération très facile du complexe colonial et de dire, vous voyez, la France va chercher des intérêts. Qui est le premier investisseur au Niger? C'est la Chine, c'est pas la France. Combien il y a d'entreprises au Niger françaises? À peine une centaine. Est-ce que c'est pour l'uranium que nous sommes au Niger? Non. On peut trouver des ressources en uranium ailleurs, au Kazakhstan notamment. Mais nous le faisons parce que c'était une histoire. Par ailleurs, c'est vrai, tout à l'heure Jean-Marc évoquait cette ville d'Agadez où se joue la question migratoire, parce que c'est là que ça se joue. Et c'est pour ça que c'était très important d'avoir cette coopération. Comme il était très important d'avoir la coopération avec le chef d'État nigérien, car pendant qu'il était à la tête de son pays, il y a eu une diminution considérable des attaques terroristes. Alors sur le Sénégal, c'est vrai, moi je suis préoccupé aussi parce que je vois bien qu'il y a là aussi des instrumentalisations, des manipulations, et il faut faire très attention. Et donc la France doit montrer qu'elle est attentive, exemplaire, et c'est vrai que la coopération décentralisée est de ce point de vue extrêmement efficace pour justement montrer que nous ne sommes là que pour soutenir, aider et surtout bien aider. Par ailleurs, l'Agence française de développement fait un travail considérable qu'il faut aussi valoriser. Sinon, on se laisse emporter par la propagande. Bon, je vais terminer par une réflexion qui n'a pas forcément apparemment de lien avec ce qu'on vient d'évoquer. Durant cet été, il y a eu en Équateur une élection présidentielle. Dans le cadre de cette élection présidentielle, un candidat a été assassiné. Nous avons cet été eu des morts de jeunes à Marseille, à Nîmes,
Quel est le lien? Eh bien, le lien, il est celui du narcotrafic. Ce qui se passe en Amérique latine a des conséquences sur ce qui se produit, y compris dans nos quartiers, dans nos villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mondialisation, ce n'est pas simplement la mondialisation du commerce, c'est la mondialisation aussi de la drogue et de la cocaïne en particulier. Et donc, il y a une bataille mondiale à jouer. Il y a une lutte à mener. Il y a une organisation à construire contre ces trafics, avec des finances considérables qui sont accumulées par des narcotrafiquants et par l'utilisation de la violence à un point inimaginable, mais qui, en Amérique latine, a pris des allures et des dimensions extravagantes, mais qui peut aussi arriver en France. Une fois que j'ai dit ça, je veux terminer sur ce qui se passe en Europe par rapport à la politique. Bien sûr qu'il y a la question migratoire qui va se poser et qui est redoutable. Qu'est-ce qu'on peut faire et avec quel pays travailler? Moi-même, comme président de la République, j'avais accepté, je pense que c'était une solution, que la Turquie puisse retenir un certain nombre de Syriens qui voulaient venir vers l'Europe de manière à ce qu'ils puissent éventuellement un jour retourner dans leur propre pays. Pareil pour le Liban, etc. Avec la Tunisie, il y a un accord qui a été passé et qui donne lieu à une mise en œuvre qui est tout à fait contestable. Mais il faut travailler avec les pays qui justement sont confrontés, et c'était le cas avec le Niger, à ces immigrations pour éviter qu'il y ait des trafiquants, parce que ce sont souvent les mêmes, hein. Les trafiquants de narcos sont les trafiquants de main-d'œuvre, donc qui sont ceux qui emmènent des familles entières au risque de leur vie. Donc la question migratoire va être forcément utilisée par la droite et l'extrême droite. Et c'est là-dessus qu'elle veut faire campagne. C'est-à-dire avec l'idée où nous allons être submergés, puisqu'il y a tellement de problèmes dans le monde, il y a tellement de désordre. Regardez l'Afrique, regardez l'Ukraine, regardez la Syrie, il y a tellement... Et je n'ai pas parlé de ce qui se passe au Soudan ou de ce qui se passe en Éthiopie. Donc il y a tellement de drames que nous allons être envahis par toutes ces populations qui ne savent plus où aller. Donc il faut absolument que nous puissions apporter des réponses de travail avec les pays, de règlement des conflits et d'une politique partagée de migration. Un des problèmes qu'on avait rencontrés, et pour Merkel ça avait été douloureux, c'est quand il y avait eu l'afflux des Syriens, elle s'était retournée vers les pays de l'Est, qui étaient souvent ses alliés d'ailleurs dans les discussions qu'on avait au niveau européen. Et elle leur avait dit: combien vous en prenez-vous de Syriens et de réfugiés? C'était retourné vers le Hongrois, personnalité tout à fait attachante, vers le Polonais, vers le Slovaque. Bon. Combien vous en prenez? Et des musulmans, aucun. Donc voilà comment ça s'est exprimé. C'est pour ça que l'Europe, il faut bien sûr la faire, mais vous voyez bien qu'il y a un travail qui n'est pas aussi simple que certains le prétendent. Il ne faut pas la défaire, il faut montrer qu'il y a des contreparties, que si on reçoit des fonds structurels de l'Europe, on doit avoir aussi à rendre des comptes sur l'accueil migratoire, que les aides, l'accès au marché, ce n'est pas un droit, il y a des devoirs qui s'y attachent. Je termine sur les élections elles-mêmes et sur ce qui se passe en ce moment en Europe. En Europe, il y a des alliances qui sont passées entre droite et extrême droite dans des pays où on n'imaginait pas que ce serait possible. En Finlande, en Suède, on voit donc que l'extrême droite est ou au pouvoir ou soutient les gouvernements. On a vu qu'en Espagne, on ne sait pas exactement comment ça va se dénouer, il s'en est fallu de très peu pour qu'il y ait une alliance en bonne et due forme entre la droite et l'extrême droite. On voit aussi qu'en Italie, l'extrême droite, même si elle ne s'appelle plus ainsi, est alliée avec la droite. Alors, ce processus peut se passer au Parlement européen. Et on dit souvent, oui, il y a une espèce de co-gestion, en tout cas de co-animation du Parlement européen entre les sociodémocrates et les conservateurs du PPE. C'est vrai, ça a toujours été comme ça que l'Europe, d'ailleurs, avec des conflits qui ont existé, mais a pu avancer. Il n'est pas dit, si les socialistes ne sont pas suffisamment nombreux, il n'est pas dit
que la droite européenne ne fera pas alliance avec une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême droite, mais qui ne veut plus être intitulée ainsi. Donc c'est un enjeu très important, les élections européennes, pour que aussi, au niveau du Parlement européen, on évite d'avoir cette combinaison. Il n'y a plus de barrière entre la droite et l'extrême droite. J'entendais un ancien président dire que le JDD est un journal de centre-droit. Quand vous pensez ça, s'il pense que Zemmour est un homme du centre-droit, c'est vrai qu'à ce moment-là, la frontière est difficile. Le Front National, ou le Rassemblement National, a toujours été un parti qui a été autorisé à se présenter aux élections, qui a toujours eu des élus, qui n'a pas pour autant été considéré comme un parti comme les autres. La preuve, c'est qu'il n'y avait pas d'alliance avec ce parti-là, y compris de la part de la droite, et sous nos doutes de la façon avec laquelle Chirac avait été extrêmement clair sur ces alliances. Est-ce que ça sera toujours le cas? Je n'en sais rien. Et parce que je n'en sais rien, il faut donc qu'il y ait une force politique qui puisse empêcher ce type de rapprochement et qui puisse surtout être un facteur d'espérance et de proposition pour que l'Europe puisse ne pas être gagnée par cet enfermement. D'une certaine façon, l'Europe, elle a toujours été conçue comme une forme d'ouverture et d'espérance. Et il y a toujours eu le risque que l'Europe puisse revenir à ces vieux démons. Souvent, nous citons tous dans nos discours la phrase de François Mitterrand lorsqu'il est au Parlement européen en disant « le nationalisme, c'est la guerre ». Eh bien, l'extrémisme, c'est la guerre civile. C'est la guerre entre nous. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc l'enjeu, dans le contexte qu'on vient de décrire des élections européennes, est un enjeu majeur pour la démocratie. Et donc c'est là que les socialistes français et européens doivent prendre toute leur part. Merci. Merci à vous toutes, à vous tous. Belle soirée. Merci, Monsieur le Président. Et nous nous retrouvons demain matin pour nos travaux.